a un super titre, en l'occurrence Handicap psy au travail, mais on fait comment? Vous n'êtes sûrement pas sans savoir que cette semaine, c'est la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, soit la SEEPH. Et c'est une semaine où toutes les entreprises de France et même en Europe, on est focus, on est concentré sur la question du handicap et de l'emploi. D'où cette table ronde que nous avons souhaité vous proposer. La première partie vous est proposée par l'ADAPT, qui est l'association qui a fondé la SEPH il y a 29 ans, et que d'ailleurs, pour vous dire, en plus d'être moi, donc Jaleh Bradéa, journaliste engagée, qui vais vous redire, s'il vous plaît, ne parlez pas trop derrière. Je suis aussi en charge des questions d'inclusion et de handicap pour le groupe Vivendi, et je suis aussi administratrice de l'ADAPT. Donc, première partie de cette table ronde, 3/4 d'heure proposée par l'ADAPT, deuxième partie proposée par l'AGFIP et le FIP, qui sont les deux autres grandes organisations qui s'occupent de la question du handicap et de l'emploi en France. Donc, la première partie, on a vraiment souhaité vous parler des personnes, des hommes et des femmes qui sont concernés par des troubles psychiques, par un handicap psychique éventuel, ou même par une vulnérabilité. Et on a voulu que ce soit eux qui nous parlent de leur parcours, de comment ils ont fait, comment elles ont fait, parce que c'est franchement ça qui aussi pour nous est le plus important, c'est ces personnes, parce qu'en fait, on est tous là pour ces personnes-là, pour les personnes qui sont concernées par le sujet. Donc, sans plus tarder, je vous présente les invités. Jacques Iblot, qui est directeur de l'offre médico-sociale donc de l'ADAPT, dont je vous ai déjà parlé. L'ADAPT, c'est l'Association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées. Nous avons ensuite, alors ça va m'obliger à faire des ouh, mais Antonin Beuzot. Antonin, vous êtes professionnel de la communication. Et donc là, je vais faire un méga teasing et vous êtes concerné par un sujet de handicap psy. Virginie de Groot. Vous êtes associé chez Accenture, un grand cabinet, vous allez nous en parler. Jérémy Gredat, directeur chez Accenture également. Oui, c'est vrai, vous m'indiquez que les titres sont là, donc vous pouvez lire en même temps que je vous les présente. Sarah Straub, vous êtes conseillère emploi accompagnée à la Fondation Falleret, qui est co-organisatrice aussi de l'événement. Antoine Jegou, vous êtes ingénieur programmeur chez Contron. Et enfin, Chantal Lalande, vous êtes responsable RH et référente handicap chez Contron. Alors, je crois qu'on dit Contron Transportation France, ou Transportation, si on veut montrer qu'on a bien appris l'anglais. Justement, Chantal, je vais commencer avec vous. Donc, Contron, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une PME dans le secteur des télécoms. Avec 175 personnes vraiment composées essentiellement de cadres et d'ingénieurs. Et vous, vous avez deux fonctions. Est-ce que déjà vous pouvez nous dire rapidement quelles sont vos deux fonctions? Oui. Donc je suis responsable RH et référente handicap. Et justement, en tant que, du coup, avec ces missions-là, évidemment, vous avez en charge la question de l'emploi des personnes en situation de handicap. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites chez Contron pour que cette question évolue, et c'est bien l'objet de toute notre journée ici. Oui, tout à fait. Donc, Contron, on a une vraie volonté, évidemment, d'accompagner les personnes en situation de handicap. Donc, depuis 15 ans, on travaille avec des ISAT. Donc, les ISAT, ce sont des établissements qui emploient des personnes en situation de handicap. Donc, oui, plus proche de la bouche, pardon. Comme ça, oui, merci. L'ISAT de la Marse-à-Vin qui fait l'entretien des plantes au sein de Contron, et Cèdre qui fait le trait de nos déchets. En termes d'action, donc, nous collaborons régulièrement avec la Fondation Falleret, qui fait partie de la plateforme de l'emploi accompagné 78. Nous accueillons régulièrement des personnes en situation de handicap dans le cadre d'une période de mise en situation professionnelle. Donc, ça peut être d'une durée de 15 jours ou de 1 mois sur un métier que la personne veut découvrir. Et donc, évidemment, on va mettre tous les moyens nécessaires pour accueillir la personne. Un autre format aussi qui existe, c'est un jour, un métier.
Donc là, on vient de le faire dernièrement avec une personne qui souhaite se reconvertir dans la cybersécurité et l'intelligence artificielle. Donc voilà, on a pu l'accueillir pendant 2 jours pour l'aider à prendre une décision quelque part. Hein. Ensuite, nous participons tous les ans au forum Handi Recrutement à Montigny-le-Bretonneux. Donc, c'est un forum qui réunit, par exemple, cette année, on l'a fait au mois d'octobre, il y avait une quarantaine d'entreprises et de partenaires et plus de 200 inscrits. Donc là, on fait la connaissance de pas mal de personnes qui, évidemment, sont en recherche d'emploi. Et on a la possibilité, justement, de leur proposer tous les formats qui peuvent exister. Hein. Ensuite, on a mis en place également au sein de Contron des sensibilisations au handicap pour nos salariés. Donc on l'a fait il y a 3 ans et on l'a refait cette année avec Madame Strupp de la Fondation Falleret. Et cette fois-ci, elle était accompagnée d'une psychologue. Hein, donc ça attire toujours beaucoup de monde, tous ces ateliers que l'on peut faire. On a mis également... Oui, allez-y. Oui. C'est la dernière des initiatives dont vous allez nous parler. Encore 2. Encore 2. Oui, qui est important. Parce que j'ai aussi la difficile tâche de surveiller le temps. Le temps, oui. Donc, on a mis en place également des réunions autour du handicap avec des salariés qui sont volontaires. Et l'idée, c'est de proposer tous les ans un agenda. Et ce qui s'est passé suite à ces réunions, c'est que ça a facilité la communication avec nos salariés qui ont pu communiquer plus facilement sur leur situation personnelle. Et on a pu mettre en place des jours pour les aidants. Voilà, on est à 2 jours et demi par an, dont les personnes peuvent bénéficier pour accompagner les personnes. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est le duodé. Donc demain, c'est le duodé. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, c'est qu'on accueille des personnes en situation de handicap durant une journée sur un métier qu'ils ont choisi. Et demain, on est fiers d'accueillir 14 personnes au sein de Contron sur la cyber, le métier d'assistante et d'avant-vente. C'est que vos métiers plaisent beaucoup, en fait, Voilà, parce que parfois, on a du mal à avoir autant de personnes en duo. Oui. Alors justement, dites-moi, donc Antoine qui est à côté de vous, il travaille chez Contron. Si vous pouviez rapidement nous dire dans quel contexte vous vous êtes rencontrés. Oui, donc justement, on a rencontré Antoine lors d'un forum handicap en 2022. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu son CV en amont. Donc, quand on l'a vu arriver, on l'a accueilli, on s'est présenté à lui, puisqu'on était en recherche d'un ingénieur développement logiciel. Donc, et son parcours correspondait parfaitement à notre besoin, puisque Antoine a un bac+5, il est expert en développement logiciel. Donc ensuite, on lui a proposé un entretien sur notre site avec le manager. Et donc, c'était juste après la Covid. Donc, on était encore avec nos masques. Donc, on a fait l'entretien, la visite des locaux, des laboratoires. Et Antoine est reparti avec le sourire dans les yeux. Et donc, suite à cet entretien, on a pu lui proposer une période de mise en situation professionnelle, un CDD et un CDI. Et tout ça accompagné de Madame Strupp de la Fondation Falleret. Très bien. Justement, vous me faites la parfaite transition pour aller vers Sarah Strupp. Donc, vous êtes effectivement conseillère emploi accompagnée à la Fondation Falleret. Cette notion d'emploi accompagné, ce dispositif qui est très important et qui aujourd'hui est rentré dans la loi, est-ce que vous pourriez nous dire déjà ce que c'est, mais dans un premier temps, en 2 mots, ce qui est la Fondation Falleret, pour ceux qui ne sauraient pas, et puis de quoi on parle quand on parle d'emploi accompagné? Alors déjà, la Fondation Falleret, c'est une fondation qui a été créée par un psychiatre, le docteur Falleret, et que ses descendants ont cherché à maintenir, et ce qui fait qu'aujourd'hui on existe toujours. On a été créé en 1841, donc c'est une vieille structure, c'est une vieille dame, la Fondation Falleret, qui veille justement à ce que les personnes souffrant de troubles psychiques puissent vivre vraiment leur quotidien et l'emploi dans les meilleures conditions, et veillent donc au rétablissement et au maintien de cela, donc depuis plus de 180 ans. C'est vrai que vous étiez effectivement très
précurseurs sur cette question. Tout à fait. Parce que fort heureusement aujourd'hui, et grâce à des entités qui sont là, l'Alliance pour la santé mentale en particulier, et aussi la Fondation Falleret bien sûr, on entend de plus en plus parler de santé mentale, mais honnêtement c'était archi tabou. Le docteur Falleret, en fait, à l'époque, était un alguéniste. Donc, les personnes souffrant de troubles psychiques étaient internées dans des asiles. Et donc, lui a œuvré pour les faire sortir et leur permettre de participer à la vie de la société. Et donc, cette fondation œuvre toujours dans ce sens-là et favoriser l'autonomie des personnes et le choix de leurs soins et de leur parcours professionnel. Et du coup, vous accompagnez des personnes dans le cadre de ce dispositif emploi accompagné, si c'est possible en 2-3 phrases, vous pouvez nous dire de quoi il s'agit? Donc l'emploi accompagné, lui, pour le coup, il est tout jeune par rapport à la vieille dame de la Fondation Falleret. Il existe depuis 2019. Donc moi, je suis une des premières conseillères de la Fondation Falleret qui a ouvert du coup 2 services, un dans le 93 et un dans le 78. Et donc depuis 2019, nous accompagnons chaque conseillère une vingtaine de personnes concernées dans leurs emplois. L'objectif de l'emploi accompagné, c'est donc de permettre à ces personnes qui sont éloignées ou qui n'arrivent pas à se maintenir dans l'emploi d'y accéder et d'y rester en étant un intermédiaire entre l'employeur et la personne concernée. On travaille longuement en prime abord avec la personne sur son projet professionnel. On l'aide à mieux mettre en valeur ses compétences. D'ailleurs, si vous voulez d'ores et déjà nous dire de façon concrète comment Antoine, vous avez accompagné Antoine. Alors, Antoine, il fait partie du service depuis quasiment l'ouverture. C'est un des tout premiers suivis. Génial. Voilà. Et suivi par vous? Alors non, lui pour le coup, il a eu la chance d'être suivi par plusieurs collègues, chance ou malchance. En tout cas, moi j'ai la chance de l'accompagner et je l'ai la chance de l'accompagner depuis qu'il a démarré avec Contron. Antoine, donc, au tout début, est arrivé avec non pas un diplôme d'ingénieur, mais effectivement, il a fait le parcours jusqu'au bac plus 5. Il n'a pas validé son diplôme, mais pour autant, en termes de compétences, il les avait. Il a pu les éprouver au travers de stages, d'expériences professionnelles, dans des grands groupes. Antoine? Oui. Et donc, notre difficulté a été de trouver un employeur qui voulait bien tenter l'aventure malgré l'absence de diplôme validé. Et là, pour le coup, grâce à ce forum, on a pu rencontrer un employeur qui voulait découvrir Antoine et qui voulait tenter l'expérience. C'est génial et bravo à eux, effectivement. C'est Contron, cet employeur. Antoine, vous, dites-nous, comment ça s'est passé, votre intégration ? Du coup, c'était il y a combien d'années? Donc 2019 ou plus tard que ça? J'ai commencé Contron il y a à peu près 3 ans. 3 ans, très bien. Donc, j'ai été dans un forum où d'habitude j'allais vers l'entreprise. Ce forum, c'est l'entreprise Contron qui s'est tournée vers moi. Donc j'ai commencé par un stage de retour à l'emploi, suivi d'un CDD, puis un CDI. Chez Contron, j'ai changé de manager et de tuteur. Bravo déjà, génial. Je pense qu'on peut applaudir Antoine. Bravo pour ce parcours. Et j'ai cru comprendre, en plus, et ça c'est merveilleux, que ce que vous faites aujourd'hui chez Contron, vous aimez beaucoup en fait. Votre métier vous passionne. Oui, ça m'a permis de découvrir de nouveaux langages informatiques. Comme quoi, par exemple? Le LUA et le Python, et ça m'a aussi permis de créer du code informatique. Et ça, vous aimez bien faire? Oui. Ah, ça, c'est cool. Et comment vous vous sentez, du coup, dans votre quotidien chez Contron? Ça va. Ça va? Mes collègues, ça se passe bien. Ça se passe bien. Vous êtes content d'y aller le matin? Oui. Ça aussi, c'est un vrai cadeau. Bravo au RH. Quel meilleur compliment que des gens qui sont contents d'aller le matin au travail, non? Donc, bravo Antoine, vraiment c'est génial. Merci beaucoup. Merci à la Fondation Falleret. Merci effectivement de ce dispositif, de tout ce que vous faites depuis plusieurs dizaines d'années. On a parlé d'emploi accompagné. L'ADAPT aussi, donc, qui est une autre des grandes organisations qui s'occupe de la question de l'emploi et du handicap. Et aussi de l'insertion sociale. Je sais que ça, on y tient à l'ADAPT, donc je le redis.
Jackie, on a parlé d'emploi accompagné, donc vous êtes à la tête de l'offre médico-sociale de l'ADAPT. Est-ce que, en quelques mots, vous pouvez aussi nous dire, pour ceux qui ne connaîtraient pas, pareil, 2-3 phrases, c'est quoi l'ADAPT? Alors l'ADAPT, c'est une association qui est beaucoup plus jeune que la Fondation Falleret, puisque nous fêtons nos 100 ans en 2029. Bah, dis donc, on dit les seniors, et ben là c'est bien, hein, c'est pas mal. Voilà, l'ADAPT en quelques mots, c'est une association militante qui a pour leitmotiv la pleine citoyenneté pour tous et toutes, et pas de citoyens de seconde zone, quelles que soient nos difficultés. Absolument. C'est aussi une association gestionnaire avec 116 établissements et services, 104 dans le secteur médico-social et 12 dans le secteur sanitaire, avec nos établissements de soins médicaux et de réadaptation. C'est 23 500 personnes accompagnées par an sur l'ensemble du territoire national. C'est 3 500 salariés, c'est 200 bénévoles. C'est toute une organisation qui... Et c'est des super administrateurs. Oui, j'ai oublié de le dire, désolé, j'allais. Ce sont des super administrateurs. Non, mais en effet, effectivement, des gens qui y croient, tout comme Falleret vient de le dire, des personnes, vous employez ce mot de militant, c'est vraiment des personnes qui, eux, pour le coup, se lèvent, je pense, tous les jours pour que le sujet évolue et pour cette pleine citoyenneté des personnes, notamment en situation de handicap. Et puisqu'aujourd'hui, on parle d'emploi et de santé mentale et de troubles psy, comment est-ce que cette question est prise au sein de l'ADAPT ? Alors elle est prise au sein de l'ADAPT à travers tous nos dispositifs et si je parle de l'emploi accompagné par exemple, l'ADAPT est le premier opérateur en France de l'emploi accompagné. On accompagne plus de 2500 personnes dont à peu près 800 en situation de handicap psychique. Nous avons des ESAT et notamment des ESAT hors mur. Et dans les ESAT hors mur, nous accompagnons à peu près 650 personnes. Vous voulez bien nous dire pour ceux qui ne seraient pas éventuellement ESAT hors mur? Alors un ESAT, un établissement et service d'accompagnement par le travail. Oui, dont vous avez parlé précédemment. Avec une particularité à l'ADAPT qui est fortement ancrée depuis très longtemps maintenant, c'est-à-dire cette question du hors les murs. C'est-à-dire que les personnes, ce n'est pas un ESAT de production, on en a quelques-uns mais très peu. On a surtout des ESAT qui vont promouvoir les mises à disposition directement en entreprise, avec l'accompagnement qui va bien, pour faire en sorte que à la fois la personne concernée et l'entreprise s'y retrouvent et qu'il y ait un bout de chemin qui se fasse ensemble, en espérant que ce bout de chemin se conclue par un contrat à durée indéterminée, le plus souvent possible, et c'est avec un taux d'insertion qui est supérieur aux ESAT traditionnels parce qu'on est beaucoup plus près de l'entreprise. Oui, c'est ça, parce qu'il y a eu cette passerelle qui a été créée avec l'entreprise, qui peut être très intéressante pour la personne concernée et très intéressante pour l'entreprise. Et ça, c'est vrai que ce hors les murs, c'est aussi ça que ça veut dire. Est-ce que vous pourriez partager avec nous, du coup, vous avez déjà donné quelques chiffres, hein. Vous avez dit 800 personnes aujourd'hui concernées. Alors 800 personnes sur l'emploi accompagné, oui. On en a sur les hors les murs, on a aussi des SAMSA, des services d'accompagnement médico-sociaux pour adultes handicapés, où là également on a quelques SAMSA qui sont dédiés aux personnes avec un handicap psychique. Donc là aussi c'est pareil sur une cohorte. Les SAMSA, pour être sûr de bien comprendre, ce sont des endroits où les gens habitent, c'est ça? Voilà, c'est des gens qui vivent chez eux, qui vivent chez eux ou qui vivent chez un tiers, peu importe, et qui bénéficient de tout un accompagnement social et médico-social, qui peut aller jusqu'à l'insertion professionnelle d'ailleurs. Et donc c'est un chemin pour retrouver une certaine place dans la société. Mais une autonomie la plus grande possible, voilà, c'est ça? Absolument. Et effectivement, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que de chemin parcouru, et fort heureusement, il y en a encore beaucoup à faire, entre le moment où on internait des personnes qui pouvaient avoir des sujets de santé mentale et entre le moment où après on les a sans doute mis dans des institutions spécialisées et puis à un moment on s'est dit mais non, c'est des citoyens comme les autres et ils vont aller au boulot, ils vont habiter. Et là je pense aussi aux parents qui ont des enfants concernés, quelle joie pour ces parents que de voir que leurs enfants peuvent habiter dans leur propre appartement et qu'ils sont accompagnés pour pouvoir faire tout cela. C'est aussi ça l'accompagnement. Alors c'est aussi ça l'accompagnement. On gère d'ailleurs des résidences habitat inclusif où là encore c'est pareil. Hein, on accompagne les personnes dans un processus d'autonomie résidentielle pour qu'à un moment donné, ces personnes soient locataires, comme tout le monde, parmi tout le monde. Ben, c'est génial. C'est exactement ce à quoi j'espère que notre société est en train de tendre. Jackie, comme tout à l'heure, j'aimerais qu'on donne la parole à Antonin. Si je peux lui passer ce micro. Et donc Antonin,
on s'est mis d'accord ensemble. D'ailleurs, j'ai eu la chance de déjeuner avec vous à midi. Et nous sommes convenus que vous alliez parler de votre parcours en toute sincérité. Et je vous remercie infiniment de le faire. Tout le monde n'a pas envie de parler de ce qu'il traverse. Mais vous avez pris cette décision de le faire. Donc, dites-nous comment ça a commencé. Quand est-ce que vous avez eu des soucis de santé et comment est-ce que vous vous êtes rendu compte de ce que c'était? Alors bonjour à tous et à toutes. Pardon Antonin, si le bruit vous dérange derrière, vous me dites, je cours. Attends, je veux quand même juste dire, il y a les rideaux blancs là, les gens derrière, ils pensent que nous, on ne les entend pas. Sauf que nous, on les entend malheureusement. Mais allez-y. Tout ça pour dire que mon parcours, je suis entré dans la maladie à 17 ans. J'ai fait une bouffée délirante aiguë, c'est l'entrée dans la maladie, donc c'est une décompensation. Elle est liée à plusieurs facteurs multifactoriels, comme on l'appelle. Donc j'avais une consommation de cannabis qui est déclencheur de la maladie. Il y a eu des chocs émotionnels dans ma pathologie, enfin dans ma vie, dans votre vie. Plus un peu de stress, plus d'angoisse permanente, d'hypersensibilité. Tout ça a fait qu'à 17 ans, j'ai explosé en vol. Et je me suis retrouvé à l'hôpital psychiatrique et je me suis dit, alors j'étais interné, j'étais hospitalisé dans des chambres d'isolement, enfin la psychiatrie. Et le parcours de réhabilitation, j'ai été beaucoup entouré, donc je remercie déjà beaucoup ma famille, mes proches qui m'ont beaucoup aidé. Je pense que c'est très important dans ces moments-là. Et je me suis dit, j'ai cette maladie, c'est arrivé 2 ans après le diagnostic, donc c'est un peu long à arriver, il y a l'errance médicale. Quand vous aviez 19 ans alors, c'est ça? 19 ans, 20 ans, ouais, j'ai appris que j'étais schizophrène. D'accord. Et moi, c'était un des plus beaux jours de ma vie parce qu'on a mis un nom sur ma maladie, ça m'a permis d'avancer ensuite par la suite. Le diagnostic est hyper important, effectivement. Le diagnostic est hyper important et depuis, j'ai voulu reprendre un boulot comme tout le monde. Et pour cela, je me suis tourné vers des associations qui m'ont aidé, dont l'ADAPT, qui m'a aidé à... J'ai été suivi par un emploi accompagné, l'emploi accompagné de l'ADAPT de Lyon, parce que je viens de Lyon. Et au fur et à mesure, j'ai repris confiance en moi-même, etc. J'ai pu reprendre une double licence chef de projet événementiel. J'ai participé à la Coupe du Monde de rugby et maintenant je suis là et je suis professionnel de la communication. Bah oui, et puis vous communiquez extrêmement bien, bravo. Double licence, bravo aussi, quel parcours. Vous avez aussi travaillé du coup en alternance pendant un temps? Exactement. Pour vos études, pour votre double licence? Exactement. Lors de la Coupe du Monde de rugby, j'étais en alternance. Et le rugby, c'est une passion personnelle ou... Le sport et le rugby, en général? En général, ouais. Et du coup, suite à mon alternance, j'étais toujours suivi par l'emploi accompagné. Et depuis, j'ai fait le choix de ne plus être accompagné parce qu'il faut aussi se libérer un peu de toutes ces associations. Enfin, pas comment dire, d'être oui, de se dire ça y est, je peux y aller. Exactement, voilà. Bien sûr. Et du coup, j'ai travaillé au comité départemental du Rhône de sport adapté où j'ai fait de la communication, j'étais en CDI. Et là, je suis en train de changer de voie et on verra la suite. C'est hyper intéressant ce que vous venez de dire. Enfin, tout est intéressant, mais notamment ce que je retiens, c'est qu'à un moment, la personne concernée fait le choix, se sent prête pour dire dorénavant, je n'ai pas forcément besoin d'être accompagnée. Néanmoins, ce n'est pas irréversible. C'est-à-dire ce que je comprends aussi avec ce que vous proposez, vous, association qui accompagnez les personnes en situation de handicap, c'est que si à un moment, la vie fait qu'à nouveau, on se retrouve dans une situation plus vulnérable, où on est plus fragile, on peut refaire le pas et redemander à être accompagné. Et ça, je trouve ça très bien parce que c'est quelque chose qui se construit dans la durée. Antonin, en 2-3 mots, si c'est possible, vous estimez que l'emploi accompagné vous a apporté quoi? L'emploi accompagné, ça remonte un petit peu, mais c'était vraiment une grosse béquille qui m'a aidé parce que quand on a un trouble psychique, je sais pas comment dire, comment je pourrais schématiser ça. Chaque épreuve de la vie est un peu plus importante et un peu plus décuplée parce qu'on a plus de pression et qu'on a connu des échecs par la maladie. Et l'emploi accompagné m'a redonné confiance. On a abordé les sujets de RQTH sur le CV ou pas. Enfin, oui, comment aborder la question du RQTH sur le CV. Comment également
Enfin, je dirais plutôt qu'il faut même arriver avec des solutions. Enfin, j'ai travaillé cela. Il faut arriver avec des solutions face à l'employeur et non avec ses problématiques. Et c'est comme ça qu'on peut arriver à trouver du boulot tout simplement, quoi. Et alors, on a parlé du OD tout à l'heure. Ouais. Et vous avez été le duo d'une personnalité de la politique, apparemment. Oui, il y a 2 ans de ça, j'ai eu l'opportunité de faire le duo avec Olivier Dussopt, qui était ministre du Travail à ce moment-là. Et ça s'est bien passé? C'était une sacrée Il a expérience. été sympa? Tout parfait. Il a été parfait, ça nous rassure. Je crois que vous vouliez aussi passer un dernier message sur ce qui est des émotions. Ça, j'ai adoré quand vous parlez de ça. Quel message vous voudriez passer à notre auditoire en tant que personne concernée? Je dirais que déjà, j'ai 2 messages à faire passer. Je dirais déjà qu'il faut arrêter que les personnes qui ont atteint d'une schizophrénie ou d'un trouble bipolaire, ce sont des fous. Ça, c'est pas possible. Plus maintenant. Et je pense qu'on a une capacité émotionnelle qui est un peu différente des autres. Et dans un collectif, on peut apporter une plus-value. Du coup, autre chose qui peut aussi apporter une force à l'entreprise. Et moi, je prône ça, et on est plusieurs dans la salle. Oui, merci. Je sais qu'on est plusieurs dans la salle à prôner ça. Il n'y a pas un modèle unique. L'unicité de chacun, comme vos unicités à vous, c'est bien ce qui apporte quelque chose à l'entreprise. Et bravo aussi pour ce parcours qui est utile et qui est inspirant. Et puisqu'on parle d'inspiration, j'aimerais me tourner vers Accenture, grande boîte de conseil s'il en est, que normalement on connaît bien. Oui. Ah oui, il y a un autre micro qui est là aussi, donc n'hésitez pas. Merci à nos amis d'Accenture d'être là. Virginie de Groot, donc vous, pour commencer, vous êtes associée chez Accenture. Est-ce que pareil, vous pourriez nous dire en 2 mots ce qu'est Accenture pour les personnes qui ne connaisseraient pas? Merci Chalet. Donc Virginie de Groot, effectivement. Alors Accenture, donc c'est un immense cabinet de conseil international. Nous sommes une société américaine avec plus de 800 000 personnes dans le monde. On est quasiment présent dans tous les pays dans le monde. En France, on est 10 000. Donc on est quand même plus petit, mais assez important. On est présent sur différentes régions et différentes villes en France, avec notre siège français qui est à Paris. Je demandais les chiffres tout à l'heure à Jérémy. On est presque aux 50-50 hommes-femmes. Pas tout à fait. Et plus on est dans les cadres dirigeants, et moins il y a de femmes présentes. On est à peu près à un tiers. Ça me rappelle quelque chose. Hein. Il y en a d'autres, hein, voilà. C'est comme ça. C'est important d'avoir, je pense, ces chiffres. Et notre moyenne d'âge est d'environ 32-33 ans. Ouais, ce qui est plutôt jeune. Hein. Voilà. Ce sont des boîtes plutôt jeunes. Et notre capital, c'est l'humain. Exactement, et c'est hyper important ce que vous dites. Votre capital, c'est l'humain. Moi, j'aimais bien aussi en préparant ce moment de partage dire, en fait, votre fonds de commerce, c'est le cerveau des humains. C'est le cerveau de nos équipes. Exactement, le cerveau de vos équipes ça. Que vous proposez à des clients qui payent pour pouvoir profiter de ces ressources. On espère qu'ils payent, sinon... Ils payent assez cher pour avoir la chance de travailler avec nos équipes qui sont formidables. Donc vos employés, vous avez intérêt à gérer leur sujet de santé mentale. C'est vraiment sans eux, on ne peut rien faire. Donc nous, en fait, on donne du conseil aux entreprises. Nos clients, c'est principalement les entreprises du CAC 40, on va dire de manière globale, hein, dans tous les secteurs d'activité. Donc on ne produit rien hormis des slides. Et ces slides sont produits par des êtres humains, donc ils ont besoin d'être dans le confort. On est très généralement soumis à énormément de stress. On est connu pour ça. On fait un travail sur plus de 12 heures par jour quasiment. Et parfois, on oublie aussi nos week-ends. Donc, on a une vie professionnelle qui est très importante et Accenture essaye, je vais laisser Jérémy expliquer, de vraiment insister sur le fait qu'on ne peut être bon dans ce que l'on fait que si on est bien dans sa tête et dans sa famille et avec un équilibre vie perso et vie pro importante. Et donc, la chance d'Accenture, c'est qu'on fait attention à nos salariés parce que sans eux, on ne pourrait rien faire. Exactement. Merci beaucoup, Virginie. Du coup, justement, Jérémy Greda, vous avez un rôle très intéressant chez Accenture.
Donc j'aimerais que vous nous parliez de votre rôle et j'aimerais aussi que du coup vous nous expliquiez d'où est venue la prise de conscience de l'importance de ce sujet. Donc bonjour à tous et à toutes. Donc Jérémy Gredat, moi il y a mon rôle, on va dire mon rôle de consultant là sur la slide, mais c'est pas pour ça que je suis là aujourd'hui. Même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas, peut-être qu'il nous le donnera gratuitement. Mais mon rôle pour lequel je suis là aujourd'hui, en fait, c'est parce que je suis depuis bientôt 2 ans le sponsor pour la santé mentale pour Accenture en France. Et donc c'est dans ce cadre-là que j'interviens aujourd'hui. Et ça, honnêtement, ça s'applaudit aussi, s'il vous plaît, parce que je ne connais pas beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ont des personnes réellement missionnées, en tout cas aussi clairement dans les grandes entreprises, pour ce sujet. Et ça, déjà, ça veut dire que vous avez quand même aussi un petit temps d'avance. Ouais, alors, je pense avec plein d'humilité aussi, mais c'est un sujet donc comme le disait Virginie, c'est nous notre seul capital, notre seul asset, comme on dirait en anglais, c'est nos équipes. On n'est pas des industriels, on ne vend pas des produits, donc en fait si nos équipes ne vont pas bien, notre business demain n'ira pas bien. Et donc on va perdre les talents, on ne va pas attirer les bons talents, donc on a vraiment un enjeu à investir sur nos talents. Et depuis à peu près 10 ans, au niveau monde, Accenture s'est lancé dans un programme autour de la santé mentale pour pouvoir faire en sorte que nos équipes se sentent bien au quotidien. Et alors la santé mentale, c'est un sujet parmi d'autres, hein, parce que quand je préparais l'intervention, en fait, la santé mentale, c'est important, mais on sait aussi que les équipes vont bien quand la santé physique va bien, quand la santé financière va bien aussi. Et donc, on essaie d'accompagner aussi nos collaborateurs là-dessus, sans parler du fait qu'on essaye de donner du sens dans ce qu'on fait au quotidien, de faire en sorte que nos équipes aussi développent des nouvelles compétences pour être employables sur le marché. Enfin, voilà. Donc, on investit sur tous ces sujets-là. Et donc, chez Accenture, ce qu'on a mis en place, c'est une recette qui marche plutôt pas mal, avec 3 dimensions. Pour pouvoir accompagner le sujet, on a mis en place déjà un réseau d'alliés. Donc un réseau d'alliés, alors on peut dire des alliés, on peut dire des ambassadeurs. C'est des gens qui vont être formés à un peu mieux comprendre le sujet, à pouvoir décrypter des situations sur le terrain, à pouvoir identifier des collaborateurs, des clients ou des proches qui vont un peu moins bien. Et ce n'est pas des médecins, hein, ce n'est pas des gens qui sont là pour sauver les autres, mais c'est des personnes qui vont pouvoir orienter vers les bons professionnels, qui vont pouvoir les orienter vers les bonnes ressources en interne. Aujourd'hui, en France, on est 10 000. Sur les 10 000, on a à peu près 300 alliés. Donc, on a 3% des équipes qui ont un tour de cou comme moi, voilà, violet, qu'on peut identifier dans les bureaux. C'est comme ça qu'on sait que, tiens, cette personne-là, je peux aller la voir pour me confier, pour lui parler. Et puis, peut-être qu'elle peut m'aider si j'ai des sujets de mal-être à un instant T. Et 3%, c'est un ratio qui est intéressant par rapport aux autres sujets pour lesquels vous pourriez avoir des ambassadeurs. C'est similaire. Typiquement, alors c'est mon autre collier, le sujet LGBT, sur lequel depuis très longtemps on agit. Et aujourd'hui, c'est à peu près, on a 3% d'alliés aussi là-dessus. Et ça a été lancé au même moment? Non, bien avant. Celui-là, bien avant. Ça fait plus de 20 ans, celui-là. Oui, donc j'entends que très vite, les gens se sont saisis du sujet, alors, en fait. C'est une bonne nouvelle. Et puis, ce que j'aime bien regarder aussi, c'est quel type de profils sont parmi les alliés et les 4 dirigeants. Comme Virginie ici, on a une cinquantaine sur les 300, une cinquantaine de 4 dirigeants de l'entreprise qui sont alliés et donc qui parlent à leurs équipes de ce sujet-là et qui sensibilisent autant que possible. Donc et ça, on sait à quel point c'est important quand ça vient d'en haut, même dans des entreprises comme les vôtres où vous essayez de ne pas trop faire ressentir la hiérarchie. Quand ça vient d'en haut, tout de suite, ça prend mieux quand même. Exactement. Donc, on a un réseau d'alliés. Ensuite, la deuxième action qu'on fait, c'est de la communication. Donc, pourquoi on communique? Et je pense que ça a été dit plein de fois aujourd'hui, mais l'enjeu, c'est de démystifier, c'est dire que c'est une réalité. Il ne faut pas le nier. Il faut faire en sorte de lever les tabous autant que possible. On a un mois de la santé mentale chez nous qui est au mois de mai. Donc, au mois de mai, on en parle un peu plus de plein de manières. On fait des conférences. On fait chaque année intervenir aussi quelqu'un plutôt connu du grand public pour faire venir des personnes qui sont un peu moins sensibles. Donc il y a 2 ans, c'était Camille Lacour qui était venue nous parler de ce sujet-là. Cette année, c'était Marine L'Orphelin qui était venue parler du sujet. Et il y a plein de gens qui étaient moins sensibles qui se sont dit, tiens, lui, je vais venir l'écouter. Je ne sais pas ce qu'il va nous dire, mais... Et donc potentiellement, demain, c'est des gens qui deviennent alliés en ayant écouté cette conférence. Donc on communique beaucoup. Et puis ensuite, on fait de la formation. Donc on a des médecins qui interviennent régulièrement pour former nos collaborateurs. On envoie de plus en plus de collaborateurs suivre la formation PSSM, les premiers... secours santé mentale également, parce qu'on sait que c'est aussi par là qu'on apprend des choses. Moi, c'est
enfin, je l'ai faite juste avant l'été, la formation. Il y a quand même des moments où en fait, on n'est pas prêt pour avoir ce genre de discussion. Quand on nous dit il faut que tu te sentes à l'aise à demander à quelqu'un si elle a des poussées suicidaires à un moment donné. Des pensées suicidaires, c'est Waouh, ça? je me dis, oui. je sais. Alors j'espère que j'aurai pas à avoir ce genre de discussion au Oui. travail, mais en fait, il faut savoir que potentiellement, on peut avoir ce genre de discussion et il faut être à l'aise à l'idée d'avoir ce type de Absolument, discussion absolument, sans encore une fois être déceveur. absolument. Donc c'est les choses qu'on fait chez Accenture pour en parler et donc on est assez fiers d'essayer Bah, de développer le sujet. Vous pouvez être fiers, franchement, parce que moi, je n'avais pas encore entendu. Oui, bravo. Je crois que vous proposiez qu'on applaudisse. Alors, on a parlé de Camille Lacour, de Marine L'Orphelin, mais moi, je vais aussi vous reparler de Virginie de Groot. Virginie, qui est donc femme associée. Vous savez, associée, c'est vraiment les gens tout en haut de l'échelle dans les cabinets de conseil. Elle est très humble, elle ne va rien dire, du coup, c'est moi qui le dis. Et Virginie est aussi concernée par un sujet de troubles psychiques. Et Virginie en parle alors même qu'elle est associée, peut-être même parce qu'elle est associée, je ne sais pas. Virginie, vous allez nous en parler. Et pour la petite histoire, Virginie, en fait, moi, je la connais depuis 15 ans. Parce que nos enfants étaient en CP ensemble. Ils ont passé le bac là, cette année, donc c'est plus du tout des enfants. Et je n'avais rien su de ce que Virginie avait vécu. Je l'ai découvert à la faveur de ce moment qu'on a préparé ensemble. Ouais. Virginie, Merci, Gela. Mais et effectivement, moi, c'est pareil, en discutant pour proposer, pour préparer cette conférence, j'ai aussi découvert que tu as aussi des choses sur la santé. ah oui, bah, moi j'ai une Voilà. sclérose en plaques en fait, c'est pour Voilà. ça, je lui ai Alors, dit ça tout à l'heure. Voilà, Comme ça, elle m'a vous savez. confié ça et pour le dire, je me permets de le dire, c'est parce que c'est important. Donc en fait, donc moi j'ai plutôt des soucis de santé. Depuis 25 ans, j'ai une maladie auto-immune qui a pu perturber, on va dire, ma carrière avec énormément d'hospitalisation pour mettre le fameux diagnostic. Et puis une fois que le diagnostic était posé, ça a été de longues années de traitement. On va dire donc je suis assez habituée à la maladie et à réussir à conjuguer la maladie avec un métier. J'ai toujours été consultante, qu'on dit assez Très prenant, preneur, ouais, voilà. prenant, je sais pas comment Prenant, stressant, Ouais. avec beaucoup. Et puis j'ai eu tout au long de ma vie, donc on va dire depuis cet âge-là, toujours des gros problèmes de santé. J'ai fait un AVC. Qui m'a eu la chance d'être hospitalisée à nouveau pendant quelques temps. Et puis une santé fragile, je vous passe les choses plus anecdotiques. Et l'année dernière, j'ai de l'endométriose, de l'anénomiose et du fibrome. Ce qui fait que j'ai eu des gros soucis féminins tout au long de l'année, avec qui m'a handicapée très fortement puisque j'avais, donc désolée, mais donc ma valeur c'est que je parle cru. Voilà, j'avais des hémorragies dans la rue, j'avais des hémorragies au travail, ce qui fait qu'à la fin je ne pouvais plus sortir de chez moi puisque ça devenait quand même très handicapant. Et j'en parlais très peu au travail. On a la chance chez Accenture de pouvoir avoir du télétravail, donc quand on a des problèmes de santé, on peut les cacher. Et ma productivité, j'essayais de la maintenir tout en essayant de me soigner, d'avoir des rendez-vous médicaux 2 à 3 par semaine et de faire des traitements hormonaux, 4 d'affilée, suivis par l'hôpital, parce que c'est des traitements extrêmement lourds qui ne sont pas prescrits dans la médecine de ville. Malgré ça, j'avais continué à réussir à conjuguer le travail et les arrêts maladie. Et je suis revenue au travail après une ablation de l'utérus et quelques mois de congé d'arrêt maladie. C'était l'année dernière. D'accord. C'était en juin l'année dernière. Je reviens le 31 mai et le 1er juin, je me casse la jambe. Double fracture. Voilà. On en rit, mais il faut en rire, hein, franchement. Double fracture de la jambe tibia-péronée. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir être arrêtée 3 semaines et de profiter, 3 mois, pardon, et de profiter d'un fauteuil roulant pendant ce temps-là. Et j'habite au 3e étage sans ascenseur. Donc, 3 mois enfermée dans l'appartement. Conjugué à ça, le bac de ma fille. Conjugué à ça, une famille recomposée déjà, qui se passe, voilà, qui complique quand on a des sujets de santé. Et
Accenture a eu la bienveillance de régulièrement m'appeler et savoir comment j'allais. Et lors d'un échange avec la médecine du travail pour leur dire que j'étais revenue une semaine, mais qu'en fait je repartais pour 3 mois, je me suis effondrée. Je me suis mise à pleurer. C'est fort possible que je repleure d'ailleurs aujourd'hui. Et on m'a conseillé un des services d'Accenture, c'est-à-dire de pouvoir avoir un psychologue à distance, autant de fois que j'avais besoin, enfin 5 fois, mais bon, il m'a dit si tu as besoin, tu m'appelles. Et donc j'avais vu quelques fois des psychologues, mais d'un point de vue de santé, j'arrivais à les gérer. Mais là, j'avoue que ça faisait trop. Au bout de 25 ans de cumul de maladies différentes, ça commence à faire beaucoup. Et donc, j'ai eu ce service de psychologie, d'accompagnement psychologique, et j'en ai vraiment eu besoin. Ça m'a, on va dire, vraiment aidé à surmonter cet énième problème de santé. Et je me suis dit, quand je vais revenir, je vais arrêter de cacher que je suis malade. Je vais en parler. Je suis cadre dirigeant et c'est mon rôle aussi de pouvoir donner l'exemple. Pas que dans comment faire des slides, comment rencontrer un client, comment vendre des gros projets, mais également comment je peux accompagner au quotidien mes collaborateurs qui donnent tout pour l'entreprise et pour moi quand on est sur des projets. Donc j'ai fait des conférences en interne. Et on va dire que le maître mot, c'est il faut parler de sa santé. Quand on est cadre dirigeant, on a ce rôle-là de veiller à nos équipes, mais également de leur dire qu'il faut être transparent, parce qu'on peut penser que quelqu'un, à un moment donné, donne moins d'énergie, est moins productif, et donc il a des mauvaises évaluations, et donc il va être bloqué dans sa carrière. Mais qu'en fait, c'est peut-être tout simplement parce qu'il ne dit pas les raisons pour lesquelles il ne va pas bien, qu'il ne simplement ne parle pas. Et donc maintenant, j'ai décidé de parler et de faire parler ceux qui ont des soucis de santé, parce que si on veut être écouté, et son management, c'est très important dans l'entreprise, son management de proximité, il y a des solutions. Accenture, on en met, mais il y a également ne serait-ce que l'écoute, la bienveillance au quotidien. Eh bien, c'est important. Pour ça, il faut parler de son handicap qui est non visible, qu'il soit de quelque nature qu'il soit. Merci beaucoup. Effectivement, c'était aussi le propos de ce moment d'échange, c'est de montrer des parcours différents, des parcours où pourtant il a été tellement question de santé mentale, de bien-être mental et d'emploi, et que ces deux termes cohabitent parfaitement bien et réussissent parfaitement bien. Donc, si jamais il y avait un doute sur le fait que ce n'était pas possible, les 3 personnes qui ont bien voulu partager avec nous leur parcours vous montrent que non, c'est tout à fait possible. On arrive au terme de cette première partie de table ronde. Avant d'applaudir chaleureusement les invités, je voudrais vous dire qu'on va avoir une pause de 3 minutes où on va vous laisser entre les mains expertes et les gestes experts d'Alexia Michel, fondatrice de la méthode Douceur Power, mais quelle jolie association de mots, Douceur Power. Et on se retrouve juste après ce moment avec des solutions concrètes, si vous voulez arriver vous aussi à intégrer le mieux possible le sujet de santé et de santé psy dans les entreprises. Merci infiniment, merci à tous les 7.